de l'enjeu d'une course comme Milan-San Remo. Et je vous le disais en introduction, quand on sait que l'arrivée cette année sera jugée sur cette mythique Via Roma, je peux vous assurer que ça va donner des frissons à celui qui va se présenter pour la gagne. Ça va vraiment être fantastique et ces moments-là, on ne les vit que quand on est au sein du peloton. C'est difficile de les faire partager aux téléspectateurs, mais ce sont vraiment des moments uniques de la vie d'un coureur cycliste. Ah, vous êtes nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à réagir sur le hashtag Vélo Extra. C'est vrai qu'il y a quelques commentaires qui passent un peu à la trappe, on s'en excuse, mais là il y a un tel flux sur le hashtag Vélo Extra, mais continuez à réagir. On se prépare qui revient. On se prépare pour la grande bagarre, hein, vous voyez. On a aperçu Bernhard Eisel aussi. Alors Bernhard Eisel, je ne pense pas qu'il puisse jouer un rôle dans le final. Malheureusement, il n'a pas pris part ni à Paris-Nice, ni à Tirreno Adriatico. Et c'est un handicap. Jan Stannard. Attention aux coureurs de la formation Sky. Eh bien, il est pas mal, Cavendish. Il est mieux que ce matin. Regardez, ça tourne pas mal pour Cavendish. Ah, mais vous l'avez dit, hein, on peut passer par plusieurs phases. Hein, on passe par plusieurs phases. C'est impossible d'être... Ah, ça peut être possible d'être mal toute la journée. Ça, c'est possible. Ouais. Quand on est vraiment dans une mauvaise journée. Mais en général, on n'est plus au sein. Pas beaucoup d'abandon à noter depuis le début de la course. Mais par contre, on peut parfois être dans un état très bien, d'avoir de super jambes au début. Et puis, voilà, plus de son, plus d'image. On s'est mal alimenté. Voilà, les coureurs sortent de l'Aguelia et vont se présenter pour la première difficulté de cette deuxième partie de course. Ouais, avec la montée, l'ascension du Capo Mele. Bon, alors là, on va pas s'attendre à de réelles attaques, hein, Cédric, parmi les favoris. Mais ça y est, c'est l'écrémage. Toujours cette volonté du côté des équipes des favoris de fatiguer, de durcir la course pour provoquer cet écrémage, notamment dans les prochains kilomètres. Avec Kwiatkowski aussi, hein, regardez, on voit déjà vraiment des coureurs, j'ai envie de vous dire, qui se promènent sur le vélo. Parce qu'on a des coureurs qui peinent et ceux-là se trouvent en général à l'arrière du peloton. Là, nous avons une image de la tête de course qui continue, mais qui continue de perdre du temps, 2,25. Et puis derrière, des coureurs qui commencent déjà à se battre sur leur vélo. Ça pédale autant avec les épaules qu'avec les jambes. Et ça, oh, chute, première chute. Vous voyez, ça devient nerveux. Des coureurs qui sont plus vraiment un coureur de la formation Katusha, j'ai l'impression. Et Jacopo Garnieri, notamment pour la formation Katusha, là, qui est au sol. Ça va repartir. Là, ça chute sur les côtés, Cédric, parce qu'on essaie de remonter, hein, justement, les équipiers, les favoris, constamment sur les côtés de la route pour venir se replacer. Oui, regardez cette tension. Et c'est vraiment important pour un leader de pouvoir compter sur des coéquipiers comme Stannard ici. Vous voyez qu'il va repartir, mais on perd de l'énergie. Alors, a priori, on devrait être capable de recoller. Mais en ce qui concerne le coureur italien, c'est, je pense, malheureusement, une perte importante pour... on va revoir cette chute. Que s'est-il passé? Ah, regardez, voilà. C'est tombé devant. Ouais. Cette vague là sur le côté. En fait, puis, on l'a un peu serré sur les barricades à gauche. Équipiers. Enfin bon, c'est le mouvement du peloton évidemment, hein, qui fait que... Comme une vague. Tout le monde veut passer, tout le monde veut venir se replacer, mais parfois ça ne suffit pas, la route n'est pas assez large. Et bam, ça provoque une chute. Chute sans conséquence, mais attention, première alerte. Et cet écart qui va bientôt baisser sous la barre des 2 minutes. Enfin bon, je vous disais tout à l'heure, aucune équipe qui est capable de briller a mis un coureur devant. C'est quand même le cas de cette formation MTN-KPK, puisque si on regarde cette formation, elle possède quand même 2 anciens vainqueurs en son sein, en la personne de Gerald Ciolek et Mathieu Goss. Et on a quand même une carte que j'ai envie de mettre sur la table qui s'appelle Edvald Boasson-Hagen. Parce que Edvald Boasson-Hagen, nous l'avons observé pendant Tirreno Adriatico, c'est un coureur qui était aussi en train de monter en puissance, qui a beaucoup travaillé pour ses coéquipiers. Attention, il est capable du meilleur comme du pire, Boasson-Hagen, mais on sait que ce coureur a déjà par exemple gagné un Gand-Wevelgem sous des conditions météo exécrables. On peut pas l'exclure de la liste potentielle des vainqueurs. Donc Kwiatkowski, il est vraiment devant, hein. C'est pas top d'être en 2e position. Ah, mais peut-être que ou alors il est super. Il est déjà dans un rôle, soit il est super, ou soit il est déjà dans un rôle d'équipier. Pour Stibar peut-être. Mark Cavendish. Peut-être que Mark Cavendish a donné des consignes, qu'il a de bonnes jambes.
Oui, et aussi dans ce type de compétition, la communication est importante. On sait que la communication en général est importante dans tout type de travail, mais la communication est un nouveau problème. Pour un coureur de la formation Columbia. Ouais. Bon, bah lui, je sais pas ce qu'il va faire. Non, je pense que là... Je crois qu'il fait un peu comme il peut. Hein. C'est pas une marche arrière, mais ça y ressemble. Ça ressemble à une fringale, mais c'est vrai que là, on a quoi 48, c'est Sébastien Molano. Ah bah distance, il était présent dans l'échappée. Panne de son, panne d'image, vous le disiez. Alors ça, c'est on a 230 km hein, dans les jambes là, hein, plus de 230. Hein. Et parfois, il ne suffit même pas d'attaquer pour se débarrasser de ses adversaires. Et donc, nous allons retrouver 10 coureurs en tête de course. Ah bah il est là notamment. Voilà François. Vous l'avez sur le hashtag Vélo Extra. Il est là, Cédric Vasseur. Il attaque. Bettini, hein. Ah ouais, époustouflé visiblement. Hein. C'est ce que nous dit François. Ils ont dû se moquer. Non, confirmation par l'image sur le hashtag voilà, Vélo Extra. Et donc j'ai marqué un peu à ma manière pendant 30 secondes l'histoire de Milan-San Remo. Non, mais c'est bien. Et c'était ma dernière participation. Vous l'avez cette photo? Bien sûr. Ah, c'est bien. Bien sûr. Sous le maillot Cofidis. Absolument. Cofidis qui est toujours présent évidemment dans le peloton. Pour l'instant, on ne les aperçoit pas. Vincenzo Nibali, vous voyez, qui est remonté aussi. Le vainqueur du Tour de France 2014. Alors, j'aperçois pas Alejandro Valverde. On est un petit peu plus discret, vous voyez, pour le moment. Marcel Sieberg pour l'équipe Lotto Soudal. Tony Galopin en deuxième position dans la roue de Marcel Sieberg, le français. Et il a enlevé les manchettes. Hein. Regardez, celui qui est le plus découvert pour l'instant, c'est Tony Galopin. Ça, c'est peut-être un peu une erreur, oui et non, parce que la température est en train de monter un peu. Il a quand même gardé le gilet sans manches. L'équipe Giant Alpecin en force, on retrouve l'échappée. Si vous venez de nous rejoindre pour les capis, pour les 50 derniers kilomètres, voici les hommes présents à l'avant de la course depuis de nombreux kilomètres. Martin Cialinghi, Sébastien Molano, Yann Barta, Andrea Perron, Marco Fraporti, Adrian Kourek, Matteo Bono, Serge Powell, Stidiano Dall'Antonio, Stefano Pirazzi, Julien Bérard, mais vous enlevez tout de même Sébastien Molano puisqu'il vient d'être distancé, le coureur de la formation Columbia. Ils sont 10 donc à l'avant de la course. Dernier écart de minutes et 10 secondes. 46 km du but. André Greipel avec son maillot de champion d'Allemagne. Kwiatkowski. Cancellara. On découvre pour la première fois depuis la prise d'antenne. Oui, les équipiers de Peter Sagan qui sont en train aussi d'imposer leur rythme. Vous voyez qu'André Greipel a demandé à quelques-uns de ses coureurs de se mettre en tête de peloton, probablement pour ne pas être gêné. On est toujours mieux quand on est en 5-6e position, même si, comme je vous le disais, on prend un peu plus de vent. Donc il faut éviter d'anticiper. D'ailleurs, Greipel, je suis même pas persuadé que Greipel s'est présenté une seule fois pour la gagne ici sur Milan-San Remo. L'année dernière, il avait été trop court aussi. Donc Greipel n'a pas encore réussi à trouver l'ouverture sur ce Milan-San Remo. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous le voyez, hein, ce peloton qui est toujours sous la conduite des équipiers, des grands favoris de cette édition, alors que certains descendent à la voiture. Sébastien Chavanel, vous voyez, qui a probablement été recherché des imperméables. On enlève les gants, on essaie de s'alléger. On aperçoit la radio ici qui est positionnée dans le maillot et la combinaison, plus précisément, du coureur de la formation Lotto, Chris Boukmans, qui est en forme. Chris Boukmans, il a remporté une belle victoire cette semaine en Belgique. Il a gagné aussi le Grand Prix Samin il y a quelques semaines. Et bon, nous allons, Emmanuel, tout doucement rentrer dans cette dernière heure de course, celle qui va tout conditionner. Et vous l'avez vu, hein, Molano a déjà été repris par le peloton. Alors après le Capo Mele, c'est le Capo Cervo. Un peu plus difficile que le premier.
voyez que pour les hommes de tête, c'est pas vraiment une difficulté. Ils sont dans la portion descendante qui précède cette difficulté. Par contre, évidemment, on imagine qu'au niveau du peloton, il faudrait être bien positionné. Et donc, comme je vous le soulignais tout à l'heure, hein, sous l'impulsion aussi de Stein de Volder, je pense qu'il a vraiment eu pour mission de redonner une impulsion au peloton. On voit que cet écart est maintenant désormais inférieur aux 2 minutes, alors qu'il reste quand même encore 44 km de course. Donc nous devrions logiquement nous diriger vers un regroupement au moment de la Cipressa. 44 km du but, c'est bien pour Julien Bérard également, hein, Cédric. Oui. Être acteur déjà dans ce Milan-San Remo, avoir réussi à se glisser dans l'échappée. Alors il ne faut pas trop en faire non plus, hein, parce que c'est vrai que ce groupe ne va pas rester soudé. J'ai l'impression que quand on va arriver dans le Capo Cervo, ou peut-être plus précisément dans le Capo Berta, des coureurs comme Pirazzi, parce qu'on le sait, hein, Pirazzi est un coureur qui n'aime pas trop la compagnie. Il va essayer de fausser il va justement essayer de scinder ce groupe en deux, et ça serait bien de voir le coureur français capable d'accompagner cette attaque. Vous découvrez, voilà, Grand soleil, San Remo. Et le public nombreux, bien plus de monde que sur l'arrivée du Longomar. Hein. C'est la Via Roma. Hein. Effectivement, Slim Shady, tiens, sur le hashtag Vélo Extra. Ça, c'est un bon commentaire également. C'est la question que tout le monde doit se poser. Vous qui suivez actuellement Milan-San Remo sur Beansport, j'espère que certaines équipes seront assez malines pour ne pas emmener Christophe au sprint. Comment se débarrasser d'Alexander Christophe? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la question que toutes les équipes ont dû se poser cette semaine, probablement hier, parce qu'il faut préciser que le meeting a eu lieu, au sein des équipes, a eu lieu hier, parce que ce matin, ils se sont relevés relativement tôt. Donc, les cartes ont été distribuées hier au niveau des formations. Donc, j'imagine que les directeurs sportifs ont dû établir une stratégie. On a probablement, sur certaines équipes, demandé à des coureurs de durcir. Et regardez, c'est ce qui est en train de se passer dans le peloton. Voilà, on est en train de rouler pour arriver un peu plus vite dans les capis. Donc, fatiguer les adversaires, fatiguer les sprinteurs, et je pense que certaines équipes ne vont pas hésiter à demander à des punchers d'attaquer dès la Cipressa pour éliminer des coureurs comme Greipel, comme Cavendish. Mais franchement, pour éliminer un Christophe qui est quasiment au sommet de sa compétition, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Moins de 2 minutes, hein, désormais 1 minute et 54 secondes d'avance pour les 10 coureurs échappés. D'autant plus que le grand patron de la formation Katusha attend Alexander Christophe ici. Hein. Igor Makarov est arrivé en yacht spécial à San Remo. À San Remo ou à Monaco? À Monaco, et il vient ici à San Remo. Le yacht, il est à Monaco. Ouais, il est à Monaco. Bah, c'est mieux à Monaco. On est bien d'accord. Ça dénote moins. Ouais. Quitte à faire le voyage, le trajet, autant aller au port de Monaco. Et petite information importante qui nous a été confiée par Iona Loca, son manager, qui est présent ici sur la ligne d'arrivée. Alexander Christophe est en fin de contrat chez Katusha, mon cher Emmanuel. Donc qu'est-ce qu'on espère du côté de notre ami Makarov, qu'il ne gagne pas aujourd'hui, pour dire, tu vois, finalement on va te re-signer mais à un peu moins cher, alors que si jamais on gagne, bien là on fait confiance notamment à son manager pour dire, tu vois, 2 années, 2 victoires, Milan-San Remo. On met un 0 en plus. Moi, je pense que c'est vrai que certains... Tout a un prix dans la vie. Ah, tout a un prix, et quand on a la chance de pouvoir compter sur un coureur comme Alexander Christophe, évidemment... Presque tout. Presque. Regardez, là, je suis en train d'observer. Est-ce que... Oui, Valverde est bien présent aussi, vous voyez, avec les gens bien. Valverde, je pense... Alors, Valverde est piégé aussi, parce qu'il a un coureur qui s'appelle Lobato, qui a terminé 4e, il me semble, l'année dernière de Milan-San Remo. On espère beaucoup de Lobato. Mais sincèrement, je pense que la vraie carte de la formation espagnole, c'est Valverde. Regardez, le soleil est revenu, ça va plaire aux Espagnols. La route risque même de sécher d'ici l'arrivée des coureurs. Et si un Alejandro Valverde mettait tout le monde d'accord dans le podium. Pourquoi pas Alejandro Valverde qui, lui, n'hésite jamais. De toute façon, Cédric, si c'est le Alejandro Valverde que l'on connaît, il va forcément tenter quelque chose. Il n'est pas du genre à rester dans le peloton, il n'est pas du genre à attendre. Non, il n'est pas du genre à attendre. Alors évidemment, je pense que si ses jambes ne sont pas exceptionnelles, il va se sacrifier pour le bateau, puisque quand on termine 4e de Milan-San Remo. Mais regardez, il est en 3e position dans le train de la formation Movistar. Valverde, Kwiatkowski ne prennent aucun risque. Et Nasser Bouhanni, qui est bien emmené
par sa formation. Ça, c'est à souligner. Ah, ça, c'est intéressant. Désormais, regardez le travail de l'équipe Cofidis avec Nasser Bouhanni qui est bien placé là. Attention de ne pas l'amener trop tôt, Nasser Bouhanni. Il n'a pas l'expérience de Milan-San Remo. On ne va pas s'emballer. Il reste encore 40 km. 5h50 de course dans les jambes. On aperçoit Mark Cavendish sur ce plan au ralenti absolument magnifique. Par ses équipiers également, 40 km, 1 minute et 37 secondes. Ça accélère tout doucement, on monte en pression. La nervosité se fait ressentir au sein de ce peloton. La minute 30 désormais pour les coureurs échappés. L'équipe Sky. Oui, l'équipe Sky qui va essayer de propulser Ben Swift, qui déclarait cette semaine dans la presse rêver de Milan-San Remo depuis déjà sa belle performance de l'année dernière. Ce qui concerne Ben Swift, évidemment, c'est une belle carte parce qu'il n'a pas la pancarte d'un Sagan, d'un Cancellara ou d'un Christophe. Donc il peut aussi, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu. Et vous savez, avec la formation Sky, on est toujours capable de sortir un champion. On a eu Richie Porte qui a remporté Paris-Nice, on a eu un Geraint Thomas qui a brillé, on a un Christopher Froome qui va monter en puissance. Le deuxième capi. C'est Capo Berta, ils sont dans le Capo Berta là déjà. Ils sont dans le troisième. Ils sont dans le troisième, c'est ce qu'on nous a annoncé. Ouais, Bonifacio. Attention, trop jeune peut-être un peu. Première participation pour Nicolo Bonifacio. Mais il habite ici, Bonifacio. Ouais. Il évolue sur ses routes d'entraînement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, on voulait en parler un peu plus tard, mais c'est l'occasion. Vous savez qui est le record d'ailleurs de la montée? Vous savez, il y a Strava désormais. Oui, un réseau social fait pour les cyclistes. Absolument. Qui permet de se mesurer entre coureurs, quel que soit, qu'ils soient professionnels, amateurs, de se chronométrer sur différentes distances. Sur la montée du Poggio, sur la montée du Poggio, eh bien c'est Nicolo Bonifacio en personne. Alors que ça casse, ça ouais, explose. C'est Pirazzi, c'est pas étonnant. Pirazzi, il faut le surveiller. C'est lui qui durcit actuellement la course. Pour monter le Poggio, les 3 km 600, 6 minutes et 41 secondes. 6,41. À l'entraînement, parce que là on est dans une configuration différente. C'est lui qui sur Strava a le meilleur temps, mais pas en course, puisque le meilleur temps en course, c'est tout simplement Laurent Jalabert et Maurizio Fondriest. Oui. 5 minutes et 41 secondes. Peut-être Giorgio Furlan aussi qui avait monté relativement. Alors, 4 secondes, 5 minutes et 45 secondes très précisément pour Furlan en 94. 5,41 pour Jalabert et Fondriest. On est à 39 km de moyenne, rendez-vous compte. Van Avermaet par exemple, lui, sur l'édition précédente, c'était 6 minutes et 47 secondes. Pozzato, 6 minutes et 14 secondes. Nibali, 6 minutes et 26 secondes. Ah, regardez, c'est déjà difficile pour Boasson Hagen. Pas au mieux, je l'enlève de ma liste. J'enlève de ma liste, -1. Mais pour en revenir à ces temps d'ascension, attention à Vandenberg qui a fait son travail. Attention, l'année dernière, il y avait vent défavorable. Il a peut-être crevé, ça remonte. Regardez. Ah, il y a eu, non, voilà. Petit, regardez, il a été gêné. Bon, ça me rassure, je le remets. Vous retournez votre veste comme ça en 5 secondes, vous êtes incroyable. Je m'adapte, il faut s'adapter. L'une des forces, c'est de savoir s'adapter. Et donc, je sais que certaines personnes sont vraiment très attirés par les temps d'ascension, mais les temps d'ascension sont fonction évidemment des conditions météo qui sont importantes, parce que les conditions météo ont un rôle important. Ah, il s'accroche, Julien Bérard, c'est bien, il ne faut pas lâcher. On a Powell qui est juste devant lui. Ça devient difficile, tout de même. Vous voyez, cette succession de capis finalement suffisent à faire exploser d'ailleurs cette échappée. Bono, c'est sous l'impulsion du coureur de la formation. Matteo Bono. Oui. Bono, Pirazzi. Ah, je ne l'ai pas vu d'Alantonia, il est là. Et on nous pose cette question sur le hashtag Vélo Extra. La descente du Poggio sera-t-elle sèche? Oui, c'est en train de sécher du côté de San Remo. Oui, c'est quasiment sec ici sur la Via Roma. Mais ça le sera dans 30, à moins évidemment qu'il y ait une nouvelle averse, mais non, je ne pense pas. Julien Bérard qui s'accroche. C'est bien, il va revenir. Donc il risque de se présenter dans la Cipressa. Tifosi qui sont présents. Le travail pour Alexander Christophe de la formation Katusha, l'équipe Lampre Merida. Lagutine qui est en première position. Et regardez Valverde. On va suivre Chimolai également au sein de la Lampre Merida, Cédric. Ah oui, c'est un des favoris d'un de nos confrères ici. D'Alessandra Di Stefano d'ailleurs, de la RAI, qui nous a dit hier soir
Attention à Chimolai. On n'est pas totalement convaincu. Mais elle nous a dit, vous allez voir, Chimolai, il va gagner. Bon. Arredondo. Rolian David Arredondo. C'est pas assez pentu pour lui aujourd'hui. Mais il va avoir un rôle important. Et voilà, regardez, il est en train de remplir sa mission d'équipier. Aujourd'hui, c'est un équipier de luxe pour Fabian Cancellara et des coureurs qui sont en difficulté. Sébastien Chavanel, il me semble aussi. Pour la ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Arnaud Démarre non plus. Parce que si on est en difficulté dans ce capot Bertha, malheureusement, il faut faire une croix sur le reste. Parce que ça va rouler encore plus vite dans la Cipressa. Ça va faire encore plus mal dans la Cipressa. Voilà, ça a basculé pour les 4 hommes de tête et c'est bien. Julien Bérard, qui était un moment en difficulté, vous voyez, a réussi à accompagner les 3 coureurs. On retrouve donc Powell, Spirazzi, Bérard et Bono. Et on salue notamment parce que lui aussi nous a fait vibrer à l'occasion des derniers championnats du monde sur piste du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines. On voit les fumigènes, là aussi c'était une ambiance surchauffée alors qu'on est désormais à 1 minute à 37 km de l'arrivée et notamment Grégory Boger qui nous salue, qui nous dit bonjour à tous, je suis devant la télé, moi j'annonce la victoire de mon ami Nasser Bouhanni. On y croit visiblement pour Grégory Boger. Oui, je pense que si les 2 coureurs sont proches, ils ont dû discuter cette semaine. Je vous le disais, Nasser Bouhanni a mis tous les atouts de son côté. Je pense ce soir, quel que soit le résultat, il n'aura rien à se reprocher. Il est resté sur Nice, il a fait le métier, comme on dit dans le jargon du cyclisme. Il a reconnu le podio, etc. Bon, il veut vraiment bien faire. Après, peut-être qu'il manque de moyens par rapport à un Christophe. Mais nous étions fait la même réflexion l'année dernière. Et je peux vous assurer que Nasser Bouhanni m'a épaté au championnat du monde parce que je ne pensais pas vraiment qu'il était capable sur une distance comme celle-là de rivaliser. Mais il était présent, Nasser Bouhanni. C'est fin de saison, Cédric. C'est fin de saison. C'est pas tout à fait pareil. C'est fin de saison sur les championnats du monde sur une course en circuit. Là, attention, différent, oui. On parlait d'expérience sur Milan-San Remo, la descente. Et puis surtout, une course en circuit, on peut prendre ses repères. Absolument. Là, les coureurs vont se présenter dans la Cipressa et parfois, après coup, vous dites « Ah, j'aurais dû être mieux placé au moment de tourner à droite. » Mais il est trop tard. On n'a pas une deuxième chance sur Milan-San Remo. En clair, on a une cartouche, pas 2. Vous voyez, la route est un petit peu piégeuse parce que par endroits, elle est sèche. Mais là où le peloton est en train d'évoluer, elle reste un peu humide. 46 secondes, ça revient fort avec le travail de la formation Sky désormais. Qui roule pour Stannard et surtout pour Swift qui est ici en 4e position. Et là c'est piégeux parce qu'effectivement il ne pleut plus. On a tendance parfois à trouver une partie de la route plus sèche, notamment Cédric. Et on peut arriver trop vite. Et là il faut redoubler de prudence. On peut arriver trop vite. Et voilà, chute. Effectivement, vous le disiez. Chute d'un coup. Oh là là, 5-6 coureurs qui sont malheureusement. Et c'est tombé devant. Regardez, ça tombe une nouvelle fois. Ouais, attention. Et il y en a 4 coureurs Sky qui sont en train de partir. Ouais, regardez plusieurs coureurs qui sont au sol avec notamment un coureur de la formation Tinkoff Saxo Bank. Des dégâts, un coureur également de la Lotto Soudal. Est-ce que ce n'est pas Tony Galopin? Non, c'est pas parce qu'il a des manchettes. Non, ce n'est pas Tony Galopin. Oui, ça a dû tomber en 5-6e position. Regardez, on a 3 coureurs de la formation Sky. On va revoir. Avec un coureur de l'équipe Movistar. Pas de favori. Visiblement. C'est le Sky qui tombe. Je me demande si c'est pas Ben Swift en personne qui tombe en 4e position et qui emmène avec lui, regardez, le Lamprey, le Katusha. Et on l'a dit, attention, il faut rester prudent. C'est David Tanner, me semble-t-il, pour la formation YAM qui est au sol également. La route est hyper glissante. Et on est touché là au niveau du visage pour le coureur de la formation Tinkoff Saxo Bank. C'est Jules Jensen, j'ai l'impression, c'est Christopher Jules Jensen. Il a l'air touché malheureusement à l'œil. Bon, je pense rien de bien méchant, même s'il a l'air bien sonné. Et vous le voyez, nous en parlions justement, un petit coup de frein à un mauvais endroit. Et la formation Sky quand même, je me demande si elle a quand même des bons pneumatiques ou si elle a une bonne pression dans ses pneumatiques, parce que souvenez-vous, la chute de Richie Porte, la chute de Geraint Thomas lors de l'étape du samedi de Paris-Nice dans une descente similaire. Là, Cédric, vous pouvez dire ce que vous voulez. On est l'équipe Sky, la course est en train de s'emballer. On passe à l'instant même les 6 heures de course. On se dirige vers la Cipressa. On sait très bien que la décision va se faire plus tard dans la Cipressa.
dans le podium. On n'a pas besoin de prendre des risques. Ainsi, l'échappée à 41 secondes. On n'a pas besoin de descendre à bloc le Capo Berta. Alors, on peut descendre tranquillement et arriver au pied du Capo Berta, mettre tout le peloton en file indienne pour rentrer et aborder idéalement la Cipressa. Mais on n'est pas obligé de prendre des risques dans la descente du Capo Berta. Non, parce que là on se retrouve dans une situation évidemment inconfortable. Regardez, avec quelques mètres d'avance sur un peloton, on a tout intérêt de toute façon en ce qui concerne les coureurs de la formation Sky à se relever. Hein. Ça n'a pas d'intérêt de continuer à 3. On est évidemment trop loin de l'arrivée. Mais Swift non, donc c'est pas Swift. Je me demande si c'est pas Stannard alors qui est tombé. Swift est en 3e position. On a Geraint Thomas qui est là également. On joue sa carte, mais là il faut se relever. Ça rime à rien d'être comme ça à 3 devant. Alors est-ce Stannard? Non, c'est pas Stannard il me semble. Hein. C'est difficile à voir d'ici. Vous voyez qu'il met trop de motricité dans le virage et le vélo malheureusement. Andrew Fenn peut-être. Et derrière, ça tombe également pour un coureur de l'équipe, Lampre Merida, qui était bien placé. Vous voyez, parfois, on vient à l'avant du peloton, on essaie de rester placé. Et bien finalement... Là, je pense que c'est vraiment important pour le directeur sportif de demander immédiatement à Luke Rowe, à Geraint Thomas et à Swift de se relever. Parce que... Bon, on ne peut pas faire 33 km seul, alors que les hommes de tête, Julien Bérard, est en train de se présenter dans la Cipressa, Emmanuel. Ça y est, c'est un coureur français qui s'élance en premier dans l'avant-dernière difficulté du jour. C'est parti pour l'ascension de la Cipressa, 33 km. La course va désormais s'emballer. On aperçoit Arnaud Desmar avec son maillot de champion de France. Il n'a pas été victime de la chute. Pour l'équipe Cofidis, au bas de votre écran à gauche, on est toujours autour également de Nasser Bouhanni, l'équipe Giant Alpecin, et pour la première fois, Cédric, on aperçoit la formation Orica Green Edge pour Michael Matthews. Oui, qui remonte au bon moment, j'ai envie de vous dire, juste au moment où les coureurs, voyez, tournent à droite et abordent cette Cipressa avec André Greipel bien positionné aussi. « 28 secondes d'avance annoncée par... Et Pierre qui nous dit sur le hashtag vélo extra, dur ces images mais tellement prévisibles dans de telles conditions, et vu comme cela on voit effectivement on a très clairement accéléré désormais. Bon, j'ai été un petit peu trop vite en vous annonçant la Cipressa parce qu'on était dans le village, dans le virage qui précède. Voilà la partie descendante, c'est Bono qui est et on va tête, la chercher juste derrière. On va la chercher ensuite à droite. Kwiatkowski qui a gardé les jambières. J'avais attaqué trop tôt là sur ce coup-là. Ouais. Valverde qui est pas mal, vous voyez ici en haut de l'écran, avec jambière aussi. Greipel bien placé. Degenkolb qui a demandé à toute sa formation de se repositionner. Et ce sont les équipiers de Michael Matthews qui maintenant ont pris la direction des opérations avec 40 petites secondes qui les séparent des hommes de tête. L'équipe Orica Green Edge aux avant-postes du peloton. Bon, tout est rentré dans l'ordre, apparemment. « 42 secondes avec toujours Julien Bérard, le Français, à l'avant de la course, accompagné notamment par Matteo Bono. On se relève pas, hein, on se relève pas pour Luke Rowe. On a décidé de sacrifier Luke Rowe. Vous voyez, c'est lui qui roule depuis quelques kilomètres. Bon, alors là, c'est plus qu'étonnant tout de même, Cédric, de retrouver les 3 coureurs de l'équipe Sky suite à cette chute. Ce qui est étonnant, c'est de voir que le peloton n'arrive pas à rentrer quand même, parce que là, il faut s'organiser derrière. Oui, on peut. Alors, c'est vrai que ça paraît surprenant et j'ai envie de vous dire que c'est une action suicidaire que de partir ici aussi loin de l'arrivée. Vous voyez, à 31 km, s'ils sont en train de s'organiser à l'arrière. Bon, en ce qui concerne Ben Swift, évidemment, on ne fait pas d'effort, on laisse travailler le Crow. Et puis surtout, on évite les chutes parce qu'on est bien positionné. Voilà, l'homme seul en tête en haut à gauche, Bono. On a Powell et Bérard ici sur la droite. Le trio Sky en bas à gauche qui est en train de chasser derrière les hommes échappés. Et puis le peloton qui est sous la conduite des coureurs de la formation Orica Green Edge et des équipiers de John Degenkolb.
C'est Serge Pauwels notamment qui est avec Julien Bérard pour la formation AG2R la mondiale. Là aussi du côté de Bono, on a tout intérêt à attendre derrière, Cédric. Oui, je pense qu'on n'a pas Arnaud Desmar qui est bien remonté aussi dans les 30 premières positions. Peut-être un peu moins épaulé, vous voyez, que Nasser Bouhanni. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un maillot FDJ aux côtés d'Arnaud Desmar. C'est important pour Arnaud Desmar d'aborder la Cipressa dans les premières positions. Ça l'est aussi évidemment pour Nasser Bouhanni, quitte à perdre quelques places dans la Cipressa. Et vous voyez le peloton qui est en train de fondre sur la partie de l'échappée, qui n'a pas réussi à joindre l'attaque de Bono. Cialinghi avec les coureurs de l'équipe Sky qui reprennent désormais les coureurs qui se sont fait distancer. Regroupement dans la Cipressa. Est-ce qu'on va se découvrir du coup du côté des favoris? Y a-t-il un courageux pour placer un démarrage dans la Cipressa et résister au retour du peloton, résister dans l'ascension du Poggio? Voilà, Matteo Bono qui se retourne, Martin Cialinghi qui voit revenir les 3 coureurs de la formation Sky, vous voyez, qui sont revenus. Alors là, on doit être surpris parce que évidemment, on ne sait pas. On ne sait pas qu'il y a une chute derrière et on doit se dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment on a pu laisser sortir? Bon, le peloton est juste derrière, hein, mais Luc Rowe qui lui continue à produire son effort avec Geraint Thomas dans la roue, Ben Swift. Bon, cela dit, s'ils peuvent entamer les premiers kilomètres, les premiers mètres de la Cipressa sans avoir à frotter, c'est peut-être pas mal pour Swift et Geraint Thomas aussi. Hein. Il sacrifie tout simplement Luc Rowe, qui essaie à lui seul de permettre justement à Swift et à Geraint Thomas de... Mais regardez, le peloton est juste derrière, bien compact. Tout sera évidemment à refaire dès le pied de la prochaine difficulté. Pauwels, Julien Bérard en contre. Derrière Matteo Bono, voilà pour la situation de course. Ils sont pointés à 14 secondes derrière. L'autre groupe, avec notamment les 3 coureurs de l'équipe Sky, est pointé à 32 secondes à peine. Et il fait beau désormais sur la route de Milan-San Remo. Oui, les coureurs auront la chance de terminer sous le soleil. Et Bono qui ouvre la route. Et ce sont les équipiers de John Degenkolb, la formation Giant Alpecin qui est en tête de peloton. Évidemment pas un avantage suffisant, mais je pense que l'objectif recherché par la formation Sky, c'est justement d'aborder la Cipressa dans une disposition confortable, de ne pas avoir à frotter. On voit dans le peloton, c'est plus compliqué. Nous trouvons ici à l'arrière du peloton. Et là, évidemment, les coureurs le savent, pour briller, on ne peut pas rester ici à l'arrière du peloton. Mais nous retrouvons des coureurs qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui, qui sont fatigués. Avec Giovanni Visconti à l'arrière, c'est surprenant. Crevaison visiblement pour un coureur sur la droite de la route pour la formation Tinkoff Saxo Bank. Allez, Matteo Bono qui va chercher la prochaine difficulté, l'ascension de la Cipressa. Oui, je sais pas pourquoi je vous l'ai annoncé tout à l'heure. J'avais envie. Faites comme vous semble. Et c'est aussi la raison pour laquelle je trouve que la formation Sky, vous voyez, qui toujours Luc Rowe, probablement. Je pense que Geraint Thomas ne relaie pas, non. Toujours Luc Rowe en première position. On veut tout simplement amener Ben Swift dans un fauteuil. Ça, c'est aussi probablement une bonne nouvelle pour le coureur. On aperçoit Sylvain Chavanel pour la formation IAM Cycling. J'ai pas perçu Henry Schausler. Vous parlez tout à l'heure d'un nouveau vélo pour Sagan. Je sais qu'Henry Schausler a aussi un nouveau vélo à ses couleurs ici aujourd'hui. Bon, bah là, il y a vraiment un sprint qui est engagé. On aperçoit Philippe Gilbert qui essaie de remonter sur la gauche de l'écran. C'est un peu du chacun pour soi juste au moment d'aborder la Cipressa. Voilà, Matteo Bono. Là, on y est. C'est Virage parti. à droite, c'est celui-là. 5 km 600. C'est plus dur que le Poggio. 4,1% de moyenne avec une pente maximale à 9%.
Et on retrouve désormais le peloton, la tête du peloton également qui arrive dans l'ascension de la Cipressa. Là, l'objectif très clairement, Cédric, pour les sprinteurs, c'est de débuter pour les sprinteurs comme Cavendish, peut-être comme Nasser Bouhanni, André Greipel également, d'être bien placé au pied, de reculer, de basculer avec l'arrière du peloton. Oui, et surtout de demander aux équipiers de venir temporiser. Regardez, on voit les équipiers. Alors pour l'instant, c'est un format idéal pour les sprinteurs puisque les équipiers viennent. Ça roule pas. Ça roule pas. C'est un début de Cipressa qui est quasiment escamoté. Probablement un vent défavorable qui gêne les coureurs. Et on va attaquer du côté de la formation BMC. Sylviane Dillier qui passe un démarrage pour l'équipe BMC derrière, ça réagit avec l'équipe YAM. Oui, on a probablement du côté de Gilbert et Van Avermaet décidé de durcir parce que cette configuration de course ne plaît pas du tout à ceux qui n'ont pas une belle pointe de vitesse. Sylvain Dillier, coureur de l'équipe Bora Argonne, qui réagit également derrière du côté de la Sky avec Geraint Thomas. On prend les roues. Ouais, c'est fini pour Le Cros hein, qui a travaillé. Ouais, BMC qui se découvre là pour notamment Greg Van Avermaet, pour Philippe Gilbert également. Oui, hein, tout se tient en 13 secondes. Ouais, Zdeněk Stybar. Ah, Stybar qui place un démarrage. C'est la première fusée de la formation Ethics Quick Step. Alors est-ce que tout simplement Mark Cavendish n'est pas bien? Parce que ça, c'est pas forcément idéal pour Cavendish. Ça, c'est surprenant. Zdeněk Stybar, un des favoris. Pourquoi pas pour ce Milan-San Remo? Lui qui notamment a remporté les Strade Bianche, qui a été présent aux avant-postes durant Tirreno Adriatico. Et là, forcément, on doit faire fonctionner les oreillettes, hein, Cédric. Oui, bien sûr, parce qu'on a vu la vitesse avec laquelle Zdeněk Stybar est rentré sur les hommes de tête. Et c'est d'ailleurs Greg Van Avermaet. C'est Van Avermaet qui a attaqué le premier. Stybar a réagi tout simplement à l'attaque de Greg Van Avermaet. Emmanuel, ça c'est. On peut pas laisser partir Geraint Thomas, Ben Swift, Greg Van Avermaet et Stybar. Là, on a forcément les équipiers d'Alexander Kristoff, de Peter Sagan qui doivent réagir à l'arrière, ainsi que ceux de Fabian Cancellara. Ouais, attention, parce que là, ça commence à être intéressant. Il y a quelques Bono hein, dans cette échappée, dans ce groupe de contre. Ils vont revenir dans quelques instants sur Matteo Bono qui est toujours à l'avant de la course. Nouvelle chute dans l'ascension. Et c'est Arnaud Démare, victime d'une chute. Aïe aïe aïe, pas un bon endroit. Avec William Bonnet à ses côtés, Arnaud Démare qui va pouvoir repartir, on l'espère. Samuel Dumoulin également pour l'équipage G2R, la mondiale. Accrochage malheureux pour le champion de France. Et on a quand même 2 Français qui sont pris sur cette chute. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on va être capable de repartir pour Arnaud Démare? Est-ce qu'on n'a pas un problème mécanique? J'ai l'impression que son plateau ne passe plus. Vous voyez, on est... Ah, ça va pas pour Arnaud Démare. Ah, terminé, c'est ce qu'il fait. Il fait le signe. Ça va être extrêmement compliqué à 25 km de l'arrivée désormais. Cédric, je crois qu'on peut l'annoncer. Ça va être dur pour Arnaud Démare de jouer la victoire, voire impossible. Quasiment impossible. Regardez ici la tête du peloton qui est en file indienne. Et malheureusement, alors je sais pas ce qui s'est passé. On a eu un petit accrochage. Redondo, il va peut-être placer un démarrage. Oui. Non, il vient se replacer. Voilà, phase d'observation, tout est rentré dans l'ordre. Mais première indication, Van Avermaet a des fourmis dans les jambes, mais Stybar ne le laisse pas partir. Ouais, on est nerveux. Hein. Déjà concernant les favoris, Stybar, Van Avermaet. Alors attention parce que ça, c'est de la force qui pourrait leur manquer, notamment dans le Poggio. Hein, parce que là, on est encore relativement loin de l'arrivée. On est dans la Cipressa, 25 km du but. Hein. Oui, bien sûr que ces coureurs se sont déjà découverts un peu trop tôt, peut-être à mon goût. Et l'information principale pour l'instant, eh bien, c'est ce problème, cette chute, hein, ce problème pour Arnaud Démare qui aura du mal à jouer la victoire. On va vite, on va très vite. Alors je ne sais pas si Arnaud Démare a pu changer de vélo, mais vraiment être capable de revenir avec un peloton qui est comme ça en file indienne et qui a plus de 35 km/h dans la Cipressa. Je suis vraiment pessimiste quant aux chances d'Arnaud Démare aujourd'hui. Et on n'a pas vu énormément d'équipiers à ses côtés, hein, notamment dans ce peloton là pour Arnaud Démare. Et gros travail de SAF de la formation Sky. Oui, qui durcit la course, cette formation britannique qui est en train de durcir. On a la présence d'Arredondo ici aux avant-postes et vous voyez pour l'instant le peloton qui s'étire mais qui ne casse pas. Eh bien on a perdu une carte, on a perdu une chance hein, française pour la victoire sur cette 106e édition de Milan-San Remo. Alors qui fume la pipe dans le peloton? Gilbert qui est pas mal. On a Johan Alfredo qui est présent. Cavendish est là aussi.
Ah, ça commence à tirer ici. Valverde un petit peu plus loin. Un peu en retrait Valverde. C'est étonnant de le voir si loin Alejandro Valverde. Marc Renshaw pour l'équipe ATX Quick-Step. Et toujours gros travail de Lars Peter Nordhook, un autre coureur norvégien pour la formation Sky. Toujours dans l'ascension de la Cipressa. Est-ce qu'on va rattaquer du côté de la formation BMC? Non, bien. C'est Alessandro De Marchi qui s'est repositionné pour BMC. Arredondo en deuxième position. Et gros travail, énorme travail. Alors, est-ce qu'il est grand plateau, Nordhook? C'est De Marchi qui attaque, qui accélère plutôt. C'est la formation BMC qui est là pour durcir la course. 6h15. Ça fait mal. De course avec Rolean David Arredondo, Geraint Thomas en troisième position. Ben Swift est bien placé également. Greg Van Avermaet. Beaucoup de coureurs sont à la limite. Regardez, Arredondo va au courage, mais on sent que physiquement c'est compliqué. Là, on est en train de mettre des premiers coups de marteau sur le peloton, en vue évidemment de l'attaque du podium. On prépare. J'ai l'impression que le vent est quand même défavorable. Alors, on est avec Laurent Pichon, il me semble. Boigny qui est à l'arrière. Avec Christophe. Regardez Alexander Christophe. Il n'a pas l'air au mieux, le coureur. Et Nasser Boigny qui a choisi de prendre la route d'Alexander Christophe. Ça pédale carré, ça pédale carré pour Christophe. Ouh là là, c'est pas une grande journée, j'ai l'impression. C'est pas un coup de pédale aérien pour le coureur norvégien. Non. Ah non, là, faut que ça se débloque dans les 5 prochains kilomètres, sinon... Ça, c'est pas Nasser Boigny, c'est voilà, il est là le champion français, encore avec un maillot supplémentaire. Ah, là, on a quelques enseignements déjà intéressants. Et Sagan dans la route Kwiatkowski. Et là, regardez, ça tourne. Aussi. Mais là, ça tourne dans le beurre, en fait. C'est vraiment bien fluide. On a vraiment une différence d'allure entre ces coureurs qui se trouvent ici en tête de peloton. Michael Matthews sur la droite de la route pour l'équipe Orica Green Edge. Sylvain Chavanel également au bas de l'écran là pour l'équipe YAM avec Tony Galopin dans la roue. Oui, regardez Daniel Oss ici. Filippo Pozzato qui est bien placé également. Il est bien à Cancellara. Regardez, il demande à Arredondo d'accélérer, probablement à l'oreillette. On a vu Arredondo à la limite. Il est en train de redonner un peu de vitesse à ce peloton. C'est tout simplement parce que Fabian Cancellara a dû passer le message à l'oreillette de rouler, de durcir. Il le sait peut-être que Christophe n'est pas au mieux. Colbrelli à l'arrière du peloton, Sonny Colbrelli pour la formation Bardiani. On est en train de perdre quelques unités. Est-ce que vous avez aperçu Vincenzo Nibali qui est pas mal? Il est pas mal, ça tourne bien aussi pour Vincenzo Nibali. Est-ce que j'ai aperçu qui? J'allais justement parler Nibali, oui. Boasson-Hagen, regardez, il est bien tout de même. Arredondo a fait ce qu'il pouvait, mais il n'y avait plus rien dans le sac. Donc là, ce sont évidemment... Ouais, c'est pas mal, Edvald Boasson-Hagen. Déjà, on a une indication concernant Alexander Christophe. Alors attention, je suis inquiet. Oui, mais bon, quand on est un sprinter et qu'on sent la ligne d'arrivée, Cédric, on est capable d'oublier le mal de jambe et de se transcender. Ça n'attaque pas. Dans le podio, ça ira plus vite. Geraint Thomas qui se sacrifie. Greg Van Avermaet en troisième position. Edvald Boasson-Hagen est bien placé. Degenkolb aussi. Regardez, il est là, le John. Facile, Il est là, le John, avec Daniel Oss dans sa roue. Nathanas, j'ai l'impression, pour l'équipe Cannondale Garmin, un peu qui plus loin. s'accroche, un peu comme Austrade Filippo Pozzato également. Ouais, gros travail de Geraint Thomas qui se sacrifie. Peter Sagan, c'est bien vu, il prend un bidon à 22 km de l'arrivée. On rappelle que dans les 20 derniers kilomètres... c'est cuit pour le bateau. Ouais. On va jouer Valverde et les années se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Voilà, c'est la dure loi du sport. Vous pouvez être motivé par une compétition. Si les jambes ne suivent pas, c'est cuit. Ça va impossible pour le bateau que l'on peut rayer de la liste des vainqueurs potentiels. Il faut être prêt le jour J, ça c'est une certitude. Le bateau, on peut le rayer de la liste à 22 km de l'arrivée désormais. Et toujours... C'est Oss, il me semble. Non, Pozzato, regardez comme il est bien, Filippo Pozzato, en troisième position. Oula, on est en train de redonner Philippe Gilbert. Non, c'est Greg Van Avermaet pour la formation BMC. Tim Wellens aussi, attention, Tim Wellens pour la formation Lotto Bellisol. Bon, Daniel Oss, je le voyais comme potentiel vainqueur, mais là, il est en train de se sacrifier. Cancellara qui est bien en 10-15e position. Un vieux renard, qualifié par Oleg Tinkov de vieux renard. Et mais il lui a dit, I am not a old fox, I am Spartacus. Belle réponse. Mark Cavendish. À la limite aussi. Alors, très sincèrement, c'est inquiétant pour le podio parce que vous voyez,
quand on arrive à ce degré, on voit que Mark Cavendish quand même est en train de peiner. Il est en train de générer de l'acide lactique, ça tourne pas très bien. Franchement, si un coureur est capable de mettre vraiment une bonne attaque dans le podio, ça va être compliqué pour voir tous ces coureurs sur la ligne. Y a-t-il un coureur capable de le faire? Oui, il y en a. Attendez, Kwiatkowski, Gilbert, Sagan, Van Avermaet, Cancellara, ils vont passer à l'attaque, croyez-moi. C'est la descente, voilà. Attention, elle est sinueuse. Alors, sachez qu'il y a très exactement 9 km entre le pied de la descente de la Cipressa et le premier mètre du Poggio. Il y a 9 km, donc ça va arriver tout de même très très rapidement. Prudence tout de même avec cette descente. C'est Nathan Haas, il me semble, qui a pris les et devants. Paolini également qui est bien placé pour la formation Katusha. Oui, mais Paolini attend probablement le retour de Christophe qui était derrière. C'est difficile de revenir aussi quand on est... c'est Cyril Lemoine, il me semble, ici en dernière position. Vous voyez, il y a quelques petites cassures. Exact, c'est Cyril Lemoine qui sont en train de se produire dans le peloton. Bon, là, avec le soleil, tous ceux qui ont des imperméables, des manchettes, il faut se débarrasser de tout ça. Il faut faire plaisir aux supporters sur le bord de la route. C'est Pozzato qui fait la descente de la Cipressa. Erreur. Erreur de Pozzato. Alors, on va jouer Cimolai chez Lampre Merida, peut-être. Attention, hein, parce qu'on a vu cette chute. Bon, la route est un peu plus sèche, c'est vrai, mais prudence tout de même pour les coureurs. Tony Galopin qui là est en troisième position. Et c'est Tim Wellens, il me semble, en deuxième position. Il est bien, Tony Galopin. Hein, il est pas mal. C'est lui qui va attaquer dans le podio. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tony Galopin, 20 km du but. À l'avant du peloton, John Degenkolb est bien placé. Nathan Haas pour la formation Cannondale Garmin. Et Filippo Pozzato en première position. Alors, regardez, on est à la limite. L'enchaînement des virages. Et on est du côté de chaque coureur quasiment à la limite. Il est bien, Paolini aussi. On retrouve souvent des habitués dans le final de Milan-San Remo. Et vous le voyez, cette particularité de ces descentes étroites, sinueuses. On n'arrive quasiment pas à gagner des places dans le peloton. Hein. Votre position au sommet de la difficulté est quasiment la même en bas de la descente. Et ça va être le même cas de figure dans le podio. Et il ne faut pas compter sur ce genre de descente pour récupérer. Parce que c'est très technique. Il faut être sur les freins, il faut être concentré. Et on consomme beaucoup d'énergie. Hein. Les pulsations descendent immanquablement, mais elles ne descendent pas autant que si on avait une descente confortable. Pozzato qui fait la descente tout simplement, qui ne veut pas prendre de risques. Ici nous retrouvons avec Lemoine à l'arrière du peloton. J'ai l'impression que ce ne serait pas Navarre Descas juste devant. C'est bien son gabarit, ouais, c'est possible. 18 km, les 20 derniers kilomètres désormais. C'est un sprint qui va débuter là. Voilà, Galopin. Il se relève. Filippo Pozzato et c'est Tony Galopin en première position du peloton. Qui vient temporiser, j'ai l'impression. Peut-être pour aussi André Greipel, pour permettre à André Greipel de recoller. Pensez qu'on a fait, qu'on a mis une croix sur ses chances personnelles pour Tony Galopin et qu'on est déjà dans le costume d'équipier pour André Greipel. Quand on se trouve en tête dans la descente de la Cipressa, j'en ai bien peur. On va peut-être jouer la carte de Greipel. Alors attendez, hein, est-ce qu'il est devant Galopin ou c'est Pozzato qui roule? Non, il est devant encore. Il est devant, hein, donc il ne temporise pas Galopin. du tout. Oui, mais alors attention, ça ce sont des forces qu'il est en train de perdre sur une portion où c'est quand même plus facile d'être dans les roues. Et toujours la BMC qui est là pour durcir la course. C'est Danielos. C'est Danielos. Danielos qui est un beau rouleur. Et là, regardez derrière, ouais. L'élastique. Oh, ça fait mal. Ça brûle dans les jambes, là, ça brûle dans les cuisses. Pour Cyril Lemoine. Et Jack Bauer. Et il y va, Danielos. Il est parti, le coureur de la formation BMC. Attention, Strade Bianchi, il avait fait un numéro. Il est en bonne condition. Et derrière, il avait beaucoup travaillé sur Tirreno, notamment pour Greg Van Avermaet. Alors là, nous retrouvons Tony Galopin qui se retourne. Ça temporise derrière Danielos. Ah, il y a un petit trou. Non, ils sont là. Stibar est présent. Et surtout, la question est quelle équipe va prendre la course à sa main alors qu'on retrouve Daniel Haas. Qui est sorti alors? De l'équipe Sky, encore une fois, Geraint Thomas avec Danielos. Attention parce qu'on a deux très bons rouleurs. Là, on a deux bêtes à rouler, capables évidemment de rouler très vite.
Et Geraint Thomas qui était déjà devant tout à l'heure une première fois, qui a fait un super parcours sur Paris-Nice. Et voilà, on revoit l'attaque de Danielos qui arrive de derrière au même moment où Paolini était en train de parler à l'oreillette. Ça a un peu temporisé et Danielos en a profité pour placer un démarrage. Ah, Sylvain Chavanel pour l'équipe YAM. Il veut pas rouler et je pense qu'il a raison parce que regardez, le peloton est sous la commande des coureurs de la formation Rika Guinedge. Il faut laisser faire. Ouais, il faut laisser faire. Là, il faut profiter du travail des adversaires évidemment. En prenant en considération le fait qu'à l'avant, regardez, on n'aperçoit pas, ils ont et Katyusha doit réagir, mais doit temporiser un peu pour que Christophe récupère. S'il est au taquet, Christophe, ça va être compliqué. Regardez, Os qui demande le relais à Geraint Thomas. On fait un petit signe du coude à gauche, à droite, pour qu'il passe n'importe quel côté, pourvu qu'il passe. Ah, il est là, Alejandro Valverde, il a gardé les jambières. Michał Kwiatkowski qui était... Ouais, mais je pense qu'il vient d'enlever aussi les jambières. Regardez, là, il s'est vraiment mis en... Alexander Christophe est là, regardez, avec ses équipiers autour de lui, Paolini qui lui parle. J'ai pas l'impression qu'il soit super. Regardez, ça discute beaucoup. Moi, je pense qu'il est pas bien, Christophe. Il est où, Nasser Bouhanni? Il doit être là, hein, parce qu'il était avec Christophe. Je pense qu'il a dû remonter. Alors, je sais pas, je suis sceptique sur le positionnement de Christophe. En tout cas, il ne donne pas l'impression d'être aérien aujourd'hui. Le vrai point, Cédric, ce sera au sommet du Poggio. De toute façon, ça c'est sûr. À l'avant de la course, Danielos avec Geraint Thomas, 15 km de l'arrivée. Oui, et là, on ne peut pas laisser ces deux hommes partir. C'est moins vrai pour Os, c'est réellement vrai pour Geraint Thomas qui a des capacités d'escaladeur exceptionnelles. Il sort de Paris-Nice. Mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas beaucoup de relais. J'ai l'impression qu'il est un peu à bloc. C'est à Os de le faire passer, vous savez, dans le final de course. Et on roule pour la formation Lamprey. Alors regardez, logiquement, on a démarqué en deuxième position. On lui dit, moi j'ai Danielos devant, faut pas compter sur moi pour rouler. Cavendish est bien placé également juste aux côtés de Michał Kwiatkowski. Il est déjà remonté, André Greipel est présent. Alors quelle équipe va se sacrifier, parce que c'est pas suffisant pour l'instant de rouler avec un coureur. On a Quinciato qui remonte aussi. Et du côté de Katyusha, on se fait complètement oublier pour l'instant. Non, je pense que Christophe est cuit. Franchement, sur ce que l'on a vu sur Nasser Bouhanni, il est là au bas de votre écran, Nasser Bouhanni. Emmanuel, très sincèrement, je pense que Christophe ne sera pas capable de suivre les meilleurs dans le Poggio. Franchement, c'est pas une position d'un potentiel vainqueur de Milan-San Remo. Le travail, 20 secondes déjà, 20 secondes d'avance pour Danielos et Geraint Thomas. Et c'est Sherpa, il me semble, hein. José Rodolfo Sherpa, le coureur de la formation Lamprey, qui se sacrifie. Peut-être aussi pour Bonifacio. Voilà, on maintient 20 secondes. Voilà, il faut quand même bien comprendre que l'énergie que Os est en train de dépenser et Geraint Thomas vont lui être préjudiciables dans l'ascension du Poggio. Mais il est malin, Geraint Thomas. Vous voyez, il en fait 2 fois moins que Danielos. Ouais, l'équipe Astana qui remonte avec Vincenzo Nibali, le champion d'Italie. Bon, ça roule quand même vite parce qu'on voit, regardez, on a du mal à remonter. Et je peux vous dire qu'il y a eu d'un seul coup, lorsque sur l'écran géant sur la Via Roma, on a aperçu Vincenzo Nibali, une acclamation de la part du public présent ici à San Remo. Philippe Gilbert qui remonte sur la gauche de la route pour l'équipe BMC. Bon, nous retrouvons à peu près les 70-80 coureurs au maximum dans ce groupe. Mais pour l'instant, Gilbert, Van Avermaet sont dans une position entre guillemets idéale parce qu'ils ont un coureur à l'avant. Alors est-ce qu'Arnaud Démare a réussi à rentrer? J'en suis pas persuadé. Laurent Pichon est présent, Johan Ofredo également pour la FDJ, Peter Sagan est là, entouré par ses équipiers, plusieurs coureurs de l'équipe Lamprey Merida. Et il est remonté, Alexander Christophe, regardez, il est là, il est en train de frotter avec un coureur de la formation, ou alors il jouait au bluff. Mais bon. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que s'il n'est pas bien, il a tout intérêt à attaquer le pied du Poggio dans les toutes premières positions du peloton. Ça frotte avec Peter Sagan. Et regardez qui est en train de se positionner en tête de peloton. Un équipier justement d'Alexander Christophe. Pour lui, il a carrément levé l'oreillette, donc on ne peut plus lui passer de message. De toute façon, avec Geraint Thomas à l'avant, avec également notamment Danielos, on ne peut pas se permettre de temporiser. Il faut absolument réagir derrière. 20 secondes, on se rapproche du premier mètre de l'ascension du Poggio. Et là, attention avec le feu d'artifice à venir. Oui, environ 6 minutes d'ascension, je pense, pour les deux hommes de tête. 30 secondes, l'écart augmente. 30 secondes en haut du Poggio, c'est quasiment fait. Oh oui, puisqu'on le rappelle, il y a 1 km de moins, quasiment.
par rapport au Longomar. Il y a très exactement 2 km 300 entre le pied de la descente du Poggio et la ligne d'arrivée. Oui, regardez, plus de boissons pour Geraint Thomas, alors que Daniel Oss, qui est quand même bien, hein, regardez, il grimace pas, Daniel Oss. Ça tourne parfaitement. Daniel Oss, il est en forme, hein. Il l'a prouvé notamment sur l'Estrade Bianchi. Il est exactement dans la même configuration à l'avant de la course. Ça travaille du côté de la formation Katusha. On réagit. Hein. Regardez, hein, le peloton est en train de se... Je pense que l'écart va baisser 30 secondes. Maintenant, il ne faut plus laisser, évidemment, faut plus laisser prendre de champ aux deux hommes de tête. Mais on a encore un gros peloton conséquent. Sur une attaque, on peut facilement reprendre 10 à 15 secondes sur la montée du Poggio sans aucun problème. 6h30 de course. Les coureurs qui vont arriver dans les 10 derniers kilomètres. Le travail de l'équipe Trek, forcément pour Fabian Cancellara. Grosse présence de l'équipe BMC, hein. Ils sont nombreux. Hein. Ils sont bien présents et alors ils sont dans une position un peu piège parce qu'ils ont Daniel Oss à l'avant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque derrière avec Van Avermaet? C'est compliqué. Est-ce qu'on est sûr que Daniel Oss peut battre Geraint Thomas? Non, c'est la question qu'il faut se poser au sein de l'équipe BMC. Parce que derrière, on a Greg Van Avermaet et on a Philippe Gilbert. Oui, alors la question aussi, c'est que de façon surprenante, on n'a pas de coéquipier de Peter Sagan qui se manifeste. Vous voyez que l'écart a baissé légèrement, 25 secondes. On est revenu dans des proportions raisonnables. Et là, on ne se pose pas de questions. Hein. Vous voyez Geraint Thomas qui peut être un petit peu plus éprouvé que Daniel Oss. Il a travaillé peut-être un peu plus. Sylvain Chavanel ici en dernière position du groupe. Avec aussi Lars Boom pour la formation Astana. Et on remonte André Greipel. On va peut-être aussi jouer la carte Izagirre pour la formation Movistar. Je regarde où se trouve Kwiatkowski. Est-ce que Cavendish est toujours... Oui, il est toujours dans la roue de Kwiatkowski. L'écart se stabilise, ça va. 25 secondes. Ça va, réagi du côté de la formation Katusha. Oui, alors ça veut quand même... Qui à part Christophe chez Katusha? Non, mais c'est Christophe. Hein. C'est forcément... On joue encore la carte Christophe, on y croit toujours. Hein. On veut se donner encore une chance de briller avec Christophe. Il faut faire un état des lieux au sommet du Poggio. Et on va pas tarder à y arriver. Hein. Et que les coureurs sont en train de filer vers la dernière ascension du jour. 22 secondes, l'écart continue de diminuer sous l'impulsion des hommes de la Katusha. Geraint Thomas qui prend son relais désormais. Daniel Oss qui a l'air un peu mieux en tout cas, hein, mais il faut se méfier parce qu'il est capable effectivement de bluffer Geraint Thomas. Daniel Oss est un meilleur rouleur alors que Geraint Thomas va peut-être être avantagé dans le Poggio. Ouais, 20 secondes. Hein. Là, oh là là, on est en train pour la formation. C'est Popovic, non, qui est en train de revenir. Est-ce que ça sent l'attaque de Cancellara dans le Poggio, Cédric? Oui. Parce que là, ça travaille dur, ça travaille sévère du côté de la formation Trek Factory Racing. Regardez comme c'est facile pour Michał Kwiatkowski, belle fréquence de pédalage, aucun problème pour le champion du monde. Voilà, le sprint a commencé, réellement le vrai sprint a commencé. Et c'est Sylvain Chavanel, vous voyez, qui était en dernière position, qui est revenu se positionner en tête de peloton. Bien placé en tout cas hein, pour aborder le Poggio, mais ça va remonter encore sur les côtés. On aperçoit John Degenkolb qui frotte juste à côté là de Peter Sagan. Belle fréquence de pédalage également. Regardez là sur la droite pour Fabian Cancellara. Très tranquille le Suisse. Et personne ne le surveille. Vous voyez, on n'a pas vraiment un coureur qui marque Cancellara la culotte. 17 secondes. Et ça y est, ça va être le début. Regardez dans quelques mètres. C'est parti pour le Poggio. Et c'est Geraint Thomas qui est le premier à arriver au pied du Poggio avec Daniel Oss. 17 secondes d'avance. 9 km de l'arrivée. C'est très peu hein, pour ces deux coureurs à l'avant de la course, Cédric. Oui, c'est pas suffisant, hein, j'ai envie de vous dire. Regardez avec là et Alexander Christophe qui nous a vraiment bluffé dans la Cipressa puisqu'il est en train de se repositionner en 3e place. Alors là maintenant il va falloir vraiment passer à l'attaque parce qu'avec un Christophe en tête de peloton ça devient évidemment dangereux. Et on n'a pas baissé les bras évidemment du côté de l'équipe Katusha. On s'écarte, c'est Luca Paolini en première position, Alexander Christophe en 2e position, Michael Matthews qui a l'air bien pour l'équipe Orica Green Edge. 13 secondes, l'écart diminue. L'écart diminue sous l'impulsion alors que c'est toujours Daniel Oss qui fait voilà, une belle petite fréquence de pédalage. On se retourne pour voir le peloton. Ils sont juste là. Ils sont là, même pas 10 secondes.
Et ça va contrer. Et voilà le problème, c'est que du côté de ces deux... Et Greipel qui est à l'arrière, avec Le Moine, où se trouve Bouhanni, il est un petit peu plus devant. C'est pas très bon pour André Greipel d'être si tôt à l'arrière du peloton. Michael Matthews, regardez, qui a l'air bien également. Philippe Gilbert, Paolini en première position du peloton, Greg Van Avermaet, Zdenek Stybar. La présence aussi de Tim Wellens. C'est dur pour Cyril Lemoine, pour Greipel qui va encore avoir du mal à basculer. Laurent Pichon pour la FDJ. C'est bien aussi pour le coureur breton d'être présent. Bon, non, 7 secondes, là on est vraiment en train de perdre beaucoup de temps. Et simplement sous l'impulsion de Luca Paolini. Et vous voyez, deux coureurs logiquement dans un final comme ça. Si la course fait 200 km, ils peuvent aller au bout. Bien sûr. Mais là, on sent qu'ils sont en train de s'écraser. Lutsenko qui se fait lâcher, Cyril Lemoine aussi. Voilà, on est en train de perdre des coureurs. Et pas d'attaque pour l'instant, tout simplement parce que le rythme imposé par Luca Paolini est trop important, trop élevé. Et c'est Greg Abolé pour l'équipe Tsetse Polkovic également qui est bien placé là avec un équipier à ses côtés en tête du peloton. C'est le favori. Alors regardez ce braquet important d'Alexander Kristoff en deuxième position. Tim Wellens beaucoup plus souple dans la roue avec Michael Matthews. Et on est petit plateau. Regardez, on est petit plateau pour Alexander Kristoff. Ça toxine, on est au courage, mais l'objectif, j'ai envie de vous dire pour Kristoff, c'est de basculer le Poggio. La question que l'on posait en introduction, comment battre, comment se débarrasser d'Alexander Kristoff? Eh bien, semble-t-il, la meilleure défense, c'est l'attaque, mais du côté de la formation Katusha. On a pris la course en main et regardez comment on se bat là pour André Greipel, avec Lars Boom également. Il est au courage, mais il est en train de faire son sprint, malheureusement, Greipel. Il est en train de générer toute l'acide lactique. Et regardez, on va apercevoir Paolini, et Paolini qui cadenasse véritablement ce peloton. Geraint Thomas qui accélère, qui place un démarrage. Qui voit le peloton se rapprocher. Alors l'objectif évidemment pour Paolini étant de maintenir Thomas. Thomas qui, mais logiquement il a un rapport poids-puissance qui est plus important. C'est logique de voir Thomas se débarrasser de Danielos. Et là, il faut réagir aussi parce que Geraint Thomas est un rouleur, c'est un bon grimpeur, il est en grande condition. Attention au coureur britannique qui prend tous les risques. Ouais, la relance pour Geraint Thomas, réussira-t-il? Il a passé le petit plateau, là, réussira-t-il à basculer en première position au sommet du Poggio? Paolini qui continue d'imprimer le rythme. Lui, il va pas y aller par à coup, il veut surtout pas faire sauter Alexander Kristoff. Il va continuer avec un rythme élevé de manière à rester pas trop loin, on va dire, de Geraint Thomas. Oui, mais là, c'est à Van Avermaet, c'est à Gilbert d'attaquer parce qu'on a dû leur passer l'information que Geraint Thomas s'était débarrassé de Danielos. Regardez, vent trois quarts, vent de côté dans le Poggio. Regardez le drapeau, ça souffle de côté et là, il faut bouger pour Gilbert, il faut bouger pour Van Avermaet. Geraint Thomas qui a été malin parce qu'il a moins travaillé que Danielos. Danielos qui certes était dans son rôle d'équipier pour Greg Van Avermaet, pour Philippe Gilbert, mais pour l'instant pas d'attaque. Filippo Pozzato qui est bien placé également. Nasser Bouhanni là. Bouhanni est présent. Eh bien Bouhanni est en train de faire aussi un frais exploit parce que je pense que à moins vraiment d'une attaque fantastique. Alors attention, on va arriver dans la portion la plus difficile, là où tous les coureurs comme Fondrés, comme Jalabert ont profité de ces pourcentages pour attaquer. Il a été capable de remettre du braquet, notamment Geraint Thomas. 12 secondes, l'écart augmente tout doucement. Oui, encore environ un bon 2 minutes. Ouais, mais là, Os, il sert plus à rien, Os, là. Intercalé entre Thomas et le peloton, c'est surprenant. On s'est peut-être découvert trop tôt du côté de la formation BMC parce que là désormais il faut attaquer, que ce soit pour Philippe Gilbert ou alors Greg Van Avermaet. Il faut durcir la course, il faut faire exploser ce peloton. Ouais, on est à la limite, regardez, tous les coureurs serrent les dents, les mains sur les poignées de frein pour Danielos qui veut pas capituler, il regarde le peloton, mais là il met vraiment la formation BMC dans l'embarras. Ah mais il faut attaquer derrière, faut plus se préoccuper de... C'est un coureur de l'équipage G2R La Mondiale qui vient se replacer visiblement. Et c'est toujours, mais quel travail phénoménal de Paolini. Regardez Paolini, les mains en bas du guidon. Avec Kristoff qui est là en deuxième position. Là, on est en train de... Kwiatkowski, Michael Matthews pour l'équipe Orica Green Edge. Et c'est Gilbert, voilà. C'est Philippe Gilbert. L'attaque que l'on attendait avec Zdenek Stybar qui réagit. L'attaque de Philippe Gilbert qui prend encore une fois ses responsabilités, mais qui se rassoit immédiatement. Non, on n'est pas capable de produire son effort pendant un long temps et puis il est surtout neutralisé par Zdenek Stybar. Alors est-ce que ça va condamner notamment Geraint Thomas? Et c'est Valverde qui va contrer, j'ai l'impression. Attention. C'est Vincenzo Renes. Nibali en difficulté. Vincenzo Nibali, regardez à l'arrière du peloton.
Ouais, non, Nibali n'aura même pas été capable d'attaquer. Toujours l'homme de tête, Geraint Thomas, avec moins de 10 secondes. Et c'est Van Avermaet à son tour. Allez, le démarrage cette fois-ci de Greg Van Avermaet après Philippe Gilbert. 7 secondes, l'écart diminue. Nibali est distancé avec André Greipel également. Où se trouve Nasser Bouhanni? Il est devant, il est devant. Johan Alfredo distancé. Ouais, il est bien Bouhanni. Alors Sagan qui s'est découvert avec Michael Matthews et Fabian. Non, c'est pas Fabian Cancellara. Il y va, Peter Sagan. Peter Sagan avec Michael Matthews, le démarrage, quelques mètres d'avance sur le peloton et derrière, forcément, ça réagit, on a réagi derrière Greg Van Avermaet. Oui, alors ce qui serait intéressant, c'est de voir qui est en train de mener le peloton. Donc voilà, Geraint Thomas avec Greg Van Avermaet. Eh bien, dites-moi, on va se retrouver avec un groupe qui sera quasiment compact et tout. Voilà, on arrive à cette fameuse cabine téléphonique. Ouais, le sommet du Poggio. Regardez ce virage avec Geraint Thomas, quelques mètres d'avance à peine sur Greg Van Avermaet. Et là, Cédric, attention parce qu'ils sont désormais nombreux pour la victoire. Et il y a notamment Nasser Bouhanni, le sprinter de la formation Cofidis. Il y a Sylvain Chavanel également. Attention à cette descente. Oui, attention, parce qu'on voit que les coureurs prennent tous les risques. On est avec Nibali ici à l'arrière du peloton qui va essayer de réintégrer. C'est surtout Greipel qui va devoir faire une descente rapide. Nous le disions en début, 1 km de moins entre la fin de la descente et l'arrivée. Et ça va pas être facile de recoller. 2 km 300 pour être extrêmement précis. 2 km 300 entre le pied de la descente et la ligne d'arrivée. Ouais, Van Avermaet est rentré. Est-ce que Greg Van Avermaet ne va pas essayer de filer dans la descente? Attention à ne pas prendre trop de risques. C'est attention parce Sagan, que qui est juste c'est derrière. Désormais une affaire d'équilibriste. On a aussi une belle présence de Valverde. Alors l'inquiétude, c'est que vous voyez, on n'a plus une équipe qui est soudée. Attention à un contre dès le pied de la descente. Attention à un coureur qui file, et je pense à un Cancellara. C'est ce qu'il avait fait, notamment lorsqu'il avait décroché sa victoire sur la Classicissima. Voilà, Van Avermaet prend la direction des opérations. La route est sèche, aucun problème dans cette descente, même si elle reste extrêmement technique et sinueuse. On a Tchiolek qui est aussi présent, il me semble, dans ce groupe. Valverde qui remonte. Ben Swift qui est présent pour la formation Sky. Oh, chute de Gilbert, j'ai l'impression. Chute de Gilbert, je pense. Un BMC qui est tombé dans le virage à droite. Je pense que c'est Philippe Gilbert. On va revoir ça au ralenti, certainement. Greg Van Avermaet, lui, est en première position. Peter Sagan qui laisse quelques mètres. Nibali, ouais, regardez. Là. Alors on a trop vite, mais et c'est Nibali qui va plus prendre de risques, je pense. Voilà, ça sert plus à grand chose de prendre des risques. On revient ici à l'avant de la course. Mais c'était un vélo blanc, notamment sur le côté. Et la BMC ne roule pas sur un vélo blanc. Donc il y a peut-être une chute également par ailleurs dans cette descente du Poggio. On s'y attendait. C'est pas une surprise. On parlait de cette descente dangereuse, extrêmement technique. Et toujours Van Avermaet devant Geraint Thomas, Sagan en 3e position, Michael Matthews et Alejandro Valverde. Zdeněk Stybar et Gerald Ciolek. Et c'est Gilbert. C'est Gilbert qui est tombé le premier. C'est Philippe Gilbert. Avec Michał Kwiatkowski. Oh là 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 là, oui. C'est Gilbert qui est parti à la faute le premier. Regardez Gerald Ciolek qui jette son casque. Oui, mais la course passe devant maintenant. Mais c'est fini pour tous ces coureurs. Eh ben dites-moi, alors, Cavendish doit être présent. Ça fait des prétendants en moins. Ça fait des prétendants en moins à la victoire. Donc toujours la même configuration. Van Avermaet qui se trouve dans une position inconfortable. Vous voyez, il est en train de prendre du vent. Il ne peut pas se débarrasser. Sagan est pas mal, mais est-ce qu'il ne possède... Je pense qu'il n'y a plus de coéquipier. Y a-t-il un coureur capable de placer un démarrage? On reste là sur le champion du monde, Michał Kwiatkowski, mais ça va tout de même pour le Polonais. Avec Bramati et Rolf Aldag. N'a pas l'air de s'inquiéter. Voilà. Toujours Greg Van Avermaet qui fait la descente. Attention, c'est vrai à Michael Matthews. 20-25 coureurs. Sagan, j'ai envie de vous dire là pour l'instant. Swift, Sagan. Et on repart pour Van Avermaet au sprint. Et Valverde est toujours en jambière. Alejandro Valverde est toujours en jambière. Il ne peut plus les enlever maintenant. Non, c'est trop tard. Et Van Avermaet qui essaie, mais regardez, Geraint Thomas sait qu'il y a Ben Swift dans la roue. Il ne va pas laisser partir Van Avermaet. C'est la fin de la descente désormais du Poggio. Voilà, vous allez découvrir dans quelques instants là le virage sur la droite et on va récupérer. Voilà, c'est fait, c'est terminé. Il reste 2 km 300 désormais avec Greg Van Avermaet. Alors il y a deux virages. C'est un gauche-droite. Dans le dernier kilomètre, pour l'instant, c'est quasiment tout droit pour les coureurs. Peter Sagan qui se retourne, ça temporise. Mais il se met en position de danger. Peter Sagan en première position. Il va y aller. Attention au compte de Cancellara. Attention au compte de Fabian Cancellara.
Il a hésité là, Peter Sagan. Ouais, mais il se fait piéger, hein. On ne peut pas être dans cette position-là. Il faut que ce soit un équipier qui fasse ce travail. Geraint Thomas qui travaille pour Ben Swift. Alejandro Valverde est bien placé. Fabian Cancellara avec son maillot blanc. Où se trouve Nasser Bouhanni pour l'instant? On aperçoit, il est bien là, placé. il est présent. Nasser Bouhanni dans les 15 premiers du peloton. Michael Matthews en deuxième position. Le travail de Geraint Thomas, 1 km 400 bientôt. La flamme rouge, personne Cédric pour placer un démarrage. Et non, et ça va être une explication entre sprinters. Regardez Geraint Thomas. Et on remonte Alexander Christophe. Christophe qui est en train d'être replacé par Luca Paolini. Tony Galopin est là également pour la formation Lotto Soudal. Regardez, il est là Tony. On aperçoit Edouard Boasson-Hagen, Alejandro Valverde, Geraint Thomas qui donne tout. Ça fait plusieurs kilomètres qu'il est à l'avant de la course. Rinaldo Nocentini pour l'équipage G2R La Mondiale. Pozzato est aussi présent dans ce groupe. On a une petite trentaine de coureurs et c'est un coureur de l'équipe Astana qui place un démarrage désormais. Le dernier kilomètre, la flamme rouge. Il y aura ce virage. Ça doit être pour Podzik. Il y a ce virage désormais sur la gauche. Le petit faux plat descendant et après le virage sur la droite. Et là, on va chercher la Via Roma. Ce sera tout droit pour les 700 derniers mètres. Attention parce que là, Alexander Christophe est idéalement placé avec Luca Paolini en première position. Nasser Bouhanni qui est un peu loin pour l'instant, plus de 500 mètres. On retrouve le même scénario qu'il y a un an quasiment avec le travail de Luca Paolini. On aperçoit notamment Filippo Pozzato qui est bien placé, également Michael Matthews en 4e position. Le sprint n'est pas encore lancé, 6h45 minutes de course. Le travail de Paolini, attention à John Degenkolb. Nasser Bouhanni qui essaye de remonter, le coureur de la formation Cofidis. Christophe qui est peut-être en première position trop tôt. Attention pour la Lampre Merida. Alexander Christophe, c'est parti. Bonifacio peut-être pour la Lampre avec Degenkolb. Le sprint est lancé. Christophe qui résiste pour l'instant en première position. Degenkolb. Victoire de John Degenkolb avec Nasser Bouhanni qui vient chercher visiblement une place dans le top 5, mais finalement c'est John Degenkolb, Cédric, qui s'impose au terme des 293 km de course. Alexander Christophe s'est découvert trop tôt, il n'a pas résisté. Il aura vraiment fallu attendre les 50 derniers mètres pour voir John Degenkolb produire son effort. Nous ne l'avons pas vu dans l'ascension du podio et effectivement j'ai l'impression que du côté d'Alexander Christophe on a été déposé un peu trop tôt. C'était le même scénario que l'an dernier. Malheureusement Alexander Christophe n'a pas eu la puissance nécessaire pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. En ce qui concerne Nasser Bouhanni, il était là mais trop loin au moment d'aborder le sprint. Regardez, on ne voit pas Nasser Bouhanni encore à l'écran, il était beaucoup trop loin. Et là ça manque d'un équipier. Regardez, pour le remonter, pour le replacer, Nasser Bouhanni qui vient de l'arrière mais qui a résisté tout de même. Il est dans le vent, regardez là il est dans le vent, il n'est pas dans le sillage d'un coureur, il doit se battre pour prendre la route. Peter Sagan. Mais Degenkolb aussi il est dans le vent, regardez, mais là il vient se protéger et Christophe qui lance de trop loin, Paolini s'écarte. Il aurait fallu que Paolini ait la force nécessaire pour faire 200 mètres de plus ou 100 mètres de plus. Ouais, regardez la différence de puissance entre John Degenkolb qui a encore de l'accélération et Nasser Bouhanni qui termine bien, malheureusement en frustration parce que ce sera au-delà de la 5e position tout de même. Et Paolini qui regarde de loin, mais je pense qu'on ne pouvait plus faire grand chose. Voilà, ce qui a manqué probablement aujourd'hui à Alexander Christophe, c'est un équipier supplémentaire. En tout cas, la belle satisfaction, c'est de voir que pour son premier Milan-San Remo, Nasser Bouhanni est quand même dans assez surprenant finalement, Cédric, avec des coureurs incapables vraiment d'attaquer dans la Cipressa. On a anticipé avec l'attaque notamment de Geraint Thomas et puis pas de Cancellara pour placer un démarrage. On a senti que Peter Sagan a un peu hésité au pied de la descente du podio. Aucun coureur n'avait les moyens physiques pour vraiment porter une attaque décisive dans le podio et surtout personne n'a été capable de tenter le coup à 1 km, 1 km et demi. Donc c'est vraiment c'est vraiment une configuration différente. Je vous le disais aussi pendant le direct, Degenkolb n'avait pas pu défendre ses chances l'année dernière parce qu'il avait été victime d'une crevaison dans l'ascension du podio. Je pense que pour John Degenkolb c'est une belle revanche. C'est un vainqueur que l'on attendait, nous l'avions cité assez souvent aujourd'hui. Pas de surprise quant à la victoire aujourd'hui. Et il succède notamment à Gerald Ciolek qui était le dernier coureur allemand. Et Sagan devra attendre. Ouais, encore Peter Sagan, 4e au pied du podium. Michael Matthews est 3e. Bonifacio, confirmation, c'était bien lui qui termine 5e. Et Nasser Bouhanni qui termine à la 6e position. Et intéressant de voir. Tony Galopin également, 2 Français dans le top 10. Oui, ça c'est une belle satisfaction. Intéressant de voir que Nicolo Bonifacio et Bouhanni disputaient leur premier Milan-San Remo. C'est dire si ces coureurs vont faire de cette course un objectif dans les années futures. En tout cas, c'est un bien beau top 10 que nous avons. Et la satisfaction, c'est d'avoir quand même 2 Français dedans, d'avoir un Nasser Bouhanni
à la hauteur. Regardez, mais malheureusement il est trop loin de Nasser Bouhanni, il était scellé, il peut rien faire. Et là, à ce moment-là précisément, Giacomo Bonifacio n'a pas les moyens physiques et c'est le puissant Judd Degenkolb. 2 victoires allemandes sur les 3 dernières éditions de la Classicissima. Hein. Après Siolek, après Alexander Kristoff, oui. John Degenkolb qui s'impose. Et les 2 premiers qui sortent de Paris-Nice, Sagan qui sort de Tirreno Adriatico. Et Degenkolb qui confirme également qu'il fait vraiment partie des coureurs les plus endurants du peloton. Hein. Là, on a les 2 premiers, hein. Kristoff, Degenkolb. Hein. Ouais, là, on joue vraiment dans un carré d'as. Hein. Vous voyez Degenkolb qui vient se repositionner aussi, qui bataille un peu avec Michael Matthews, mais qui reste dans le vent. La différence, par exemple, d'un Bonifacio, il reprend un peu le sillage du coureur de la Lamprey. Et là, à ce moment précis, c'est la puissance de Degenkolb qui fait toute la différence. Matthews qui essaie de... Et Cancellara qui vient se mêler tout de même au sprint, mais manqué d'injection. Moi j'ai été surpris, je pensais qu'il allait mettre une attaque. On sait que Cancellara était inférieur au sprint à des coureurs comme Degenkolb et Alexander Kristoff. Mais c'est une belle victoire et je pense qu'il fait vraiment un beau vainqueur sur cette Via Roma. Absolument, on aperçoit également Tony Galopin. Voilà la photo finish, hein, inutile de... On ne doit pas s'attarder, c'est clair, c'est net, il n'y a pas de bavure. C'est un vélo d'avance, hein, quasiment, pour John Degenkolb sur Alexander Kristoff. Et pas de Cavendish. Et les costauds Kristoff, pas de Cavendish, parce qu'il a résisté, hein, tout de même, il aurait pu terminer bien plus loin, notamment se relever lorsqu'il sent que Degenkolb le remonte. Franchement, je pense que Kristoff n'était pas dans une excellente journée. Quand vous terminez 2e de Milan-San Remo sans être à 100% de vos moyens, ça veut quand même en dire beaucoup sur votre potentiel. 26 ans hein, seulement pour John Degenkolb hein, qui s'impose. Et oui, vous avez raison, je vous ai coupé, excusez-moi Cédric, sur Kristoff. Non, sur Kristoff, je m'étais même un peu trompé. Moi, j'ai l'impression que dans la Cipressa, il était vraiment pas très bien. On avait vraiment l'impression que ça pédalait carré. Il vient quand même prendre une 2e place. Gros travail également de Luca Paolini hein, dans ce final qui a notamment travaillé dans l'ascension du Poggio, dans la descente au pied jusqu'à la dernière ligne droite, mais ça n'a pas suffi pour... là aussi, on manquait peut-être d'un équipier pour permettre à Kristoff de s'imposer. Exactement, il aurait fallu qu'un autre équipier travaille dans le Poggio pour que Luca Paolini puisse l'amener jusqu'à au moins 200 mètres. On l'a vu, Paolini n'en pouvait plus, il s'est écarté. Le problème, c'est qu'au moment où il s'écarte, il met Alexander Kristoff dans l'embarras, il doit lancer le sprint avec des fusées dans sa roue. Voilà, on revoit ce sprint et là Alexander Kristoff y croit encore hein, parce qu'il ne sent pas encore le coureur allemand le remonter. Oui, alors du côté de la formation Lamprey, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment voulu jouer une carte. Vous voyez que Cimola est au centre de l'écran, Bonifacio a voulu jouer aussi sa carte. C'est toujours difficile. On a Greg Abol pour la